C'est parti pour cette grande tribune de ce vendredi 5 août 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Débat. Nous recevons ici sur ce plateau Yves Badjoko, cadre SID, communicateur de la Mouka et coordonnateur de la jeunesse de l'SID ville-province de Kinshasa, parti politique cher à Martin Fayoulou. Yves Badjoko, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Patrick Sahel, analyste politique indépendant. Monsieur Patrick Sahel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour très cher Dan et merci de l'invitation. Je salue aussi les co-débatteurs. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Merci beaucoup Monsieur Patrick Sahel. Monsieur Maître Gédéon Kolela. Maître Gédéon Kolela est secrétaire national des acquis de l'autorité. Et puis vous êtes maître avocat. Oui, l'union sacrée, bien entendu. L'union sacrée de la nation. Vous pouvez présenter votre parti brièvement parce qu'il n'est pas assez connu. Hein. Non, je ne suis pas dans un parti politique, mais je suis secrétaire national des acquis de l'autorité. Les acquis, c'est une association. Okay. C'est une association qui, en fait, fait le monitoring de réalisation en fait, des chefs de l'État. Voilà, non seulement le président Félix Tshisekedi, mais nous parlons des acquis depuis l'indépendance. Qu'est-ce que nous avons bénéficié de chaque régime? Quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs? Donc voilà, nous pouvons tout reprocher aujourd'hui les Belges, mais ils ont quand même, ils nous ont permis d'avoir un État. Cet État, ce sont eux qui ont négocié les frontières qu'on a aujourd'hui. Il faut reconnaître cela. Mobutu, on peut tout le dire, mais nous comprenons qu'il avait restauré la paix et la dignité était son cheval de bataille, mais des faiblesses. Kabila, nous quand on était à l'université, on étudiait sur le plan de forme. Vous étudiez en quelque sorte le déchambres bicaméral, cour de cassation, mais c'est lui qui est venu aujourd'hui concrétiser ça. Donc il faut le reconnaître, malgré les faiblesses. Alors, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous voyons le développement qui est en marche. Donc voilà, nous sommes là pour quand même aider les Congolais à retenir quelque chose de chaque régime. Et c'est plus important pour nous. Merci beaucoup, monsieur Gédéon Kolela. On va lire cette réflexion de la rédaction avant d'entamer le débat proprement dit. L'épineuse question de la sécurité est sensiblement entamée depuis plus de 3 décennies, avec comme conséquence la détérioration du tissu économique et social depuis l'époque du maréchal Mobutu en passant par Mzee Kabila et Joseph Kabila. Toutes les tentatives mises en place n'ont été qu'un coup d'épée dans l'eau. Du moins que les résultats de Félix Tshisekedi n'est pas satisfaisant. Il faudra reconnaître à la lueur d'espoir dans le secteur de la sécurité et du social sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'Est avec l'allocation d'un budget conséquent aux opérations militaires en vue de combler le déficit de la MONUSCO ainsi que l'amélioration du cadre macroéconomique. Voilà, je lance directement le débat. Je repose la question à notre premier invité, M. Yves Badjoko, qui est de l'SID, un parti politique de l'opposition. M. Badjoko, la sécurité et le social, c'est 2 volets. Hein. Je pense qu'on va aller volet par volet. Je préfère qu'on commence par le volet social. Est-ce que le social, sous l'ère Tshisekedi, est-il une avancée ou un recul? Je voudrais d'abord dire quelque chose sur le monitoring de l'association de Maître Gédéon Kolela. Bon, je vois déjà qu'il est membre de l'Union Sacrée, une association, bon, c'est un peu compliqué. Et Maître Gédéon insiste sur le fait que voilà, il faut souligner les acquis de l'autorité. Voilà, des responsables publics qui sont passés avant. Mais il faut faire très attention. Parce que si, à vous suivre, et si on va dans votre analyse, je vais vous rappeler que les congés chômés et payés, celui qui les a institués, c'est Adolf Hitler. Je vais vous rappeler que la voiture populaire, la VW, Volkswagen, c'est Hitler. C'est une initiative d'Hitler. Donc dans votre monitoring, il faut faire très attention lorsque vous évaluez et lorsque vous mettez en avant certains éléments, parce que vous risquez de mettre en avant certains éléments de personnes qu'il ne faudrait pas. Ça, c'était juste pour un point sur
cette question. Maintenant, vous avez parlé de la question du social, mais je veux encore revenir sur votre petit édito que vous avez fait. Vous avez parlé d'un budget satisfaisant et un remplacement de la MONUSCO. Bon, je le garde pour le volet sécuritaire parce que ça m'a un peu titillé. Mais sur le plan social, voilà. Que dire des considérations? L'élément fondamental, si on veut rester sur le plan théorique, c'est l'indice de développement humain. À combien se situe-t-il? Au quantième rang, la RDC se place-t-elle? La RDC est 175e sur 180 pays. Alors, ça indique déjà tout. Ça indique déjà tout de l'échec de M. Félix Tshisekedi. Mais on ne va pas aller avec des éléments très savants tels que le PIB et tels que le Doing Business qui est quasiment, on est 183e sur 190. Là, ce serait trop compliqué. Et les communs de Congolais qui nous suivent ne percevront pas la réalité. Il faut aller sur des questions pratiques. On va prendre la question de l'inflation. Prenons simplement cette question de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, on ne sait même pas, parce que les chiffres officiels sont toujours trafiqués, on ne sait pas situer la vraie hauteur de l'inflation, mais on peut le constater dans notre vécu quotidien. Je le répète et je le dis toujours, il y a de cela une dizaine d'années, un pain coûtait 150 francs. Et aujourd'hui, le pain a pris 200% d'augmentation, et essentiellement sous l'ère de M. Félix Tshisekedi. C'est quand même un problème. L'inflation doit exister dans une économie pour booster cette économie, pour montrer que cette économie est dynamique et qu'elle travaille. Mais il faut que ce soit une inflation maîtrisée et une inflation contrôlée. Aujourd'hui, tous les indicateurs de la vie économique et sociale prouvent à suffisance que les conditions socio-économiques des Congolais se sont dégradées. Je vais prendre un autre indicateur que l'on peut percevoir tous les jours, c'est le taux de création d'emplois. Il est situé à combien? Combien d'emplois ont été créés depuis que M. Félix Tshisekedi est en responsabilité? Bon, peut-être à la Grâce à présidence. l'intervention du FMI, on a quand même senti que la baisse de l'inflation a quand même connu un certain ralentissement qui était à 16%, maintenant qui est en train de baisser, et grâce aussi aux réserves d'échange, qui, grâce notamment au DTS du FMI, il y a quand même, ce choc n'est pas assez ressenti au niveau national. Vous me dites que l'inflation est de 16%. Moi, je vous explique que le pain est passé de 150 francs à 500 francs. C'est le chiffre du FMI. Mais moi, je vous explique que le pain est passé de 150 francs à 500 francs. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on en reste que sur des chiffres qui peuvent être mal compris ou alors où les indicateurs impliquent des analyses spécifiques pour aller en profondeur. Mais je vous dis qu'un pain, c'est le vécu quotidien, est passé de 150 francs à 500 francs, essentiellement sous l'ère de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est la réalité du commun des Congolais. Si. Je vous explique encore que avec le marché central Zando, il y avait des emplois informels, certainement, et d'autres emplois formels. C'est 35 000 emplois qui ont été détruits. Où est-ce qu'on a créé d'autres emplois? Dans quel secteur? À part peut-être à la présidence où on a rajouté 400, 500 conseillers pour pouvoir se partager ce que vous savez. Maintenant, la réalité est que voilà, la vie de nos concitoyens et notre vie nous-mêmes se dégrade de jour en jour. Merci beaucoup, M. Badjoko. M. Sahel. Patrick Sahel, je vous donne aussi la parole, mais je n'ai pas demandé à M. Badjoko de commenter l'actualité. Je pense qu'il a déjà ramassé un peu tout. Mais reprenons la question aussi, mais sur le social, les sociales sous M. Tshisekedi. Est-ce que le social est un recul ou une avancée? Bon, il faudrait d'abord qu'on avance avec par élimination en fait. Moi je pense que les deux concepts, les deux termes sécurité et social sont intimement liés. Okay. Je me suis rendu compte on sépare. Voilà, je me suis rendu compte malheureusement qu'on essaye de séparer parce que quand on parle de sécurité ici, on voit plus la guerre à l'est alors que la sécurité va aussi de pair avec le social. Okay. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je crois que je ferai un bon arbitre aujourd'hui entre l'union sacrée et l'opposition parce que moi je suis indépendant. Nous allons acclamer ce qu'il faut acclamer et avec le même temps aussi dire non quand il faut. Ben voilà. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec son slogan qui dit le peuple d'abord, c'est-à-dire le social. Mais pourquoi je lie la sécurité au social? Parce que moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, on va parler sécurité aujourd'hui. Mais quelle sécurité? Est-ce qu'il faudrait qu'on réfléchisse comme le commun des mortels? Quand on parle sécurité, on voit les balles qui tirent à l'est. Quand on parle sécurité, on oublie qu'il y a une sécurité alimentaire. On oublie même qu'il y a une sécurité monétaire. Mon ami Badjoko, que je salue, il a parlé de l'inflation.
Moi, ça m'a aidé, j'ai aimé entendre parler de l'inflation, mais il eût fallu qu'il parle là aussi de la dépréciation monétaire. Parce qu'il a parlé du pain qui coûtait 200 francs ou 500 francs. Aujourd'hui, le même pain va revenir à 750 francs. Mais quand on est intellectuel, quand on veut pas réfléchir pour faire plaisir, je dis pas, je le taquine pas, quand on veut pas réfléchir pour faire plaisir au commun de mortels, aux citoyens lambda, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu la tête dans tout ce que l'on fait dans la réflexion. Parce que, est-ce que la monnaie, la monnaie de la RDC, le franc congolais, a gardé sa valeur ou la valeur a baissé? C'est ça le problème. Parce que... La dépression de la monnaie. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que la valeur du franc congolais d'il y a 5 ans, c'est la même valeur aujourd'hui? Pour qu'on garde le pain avec le même prix. C'est ça le problème. Est-ce que l'économie est gérée par les autochtones? Aujourd'hui, quand vous allez chez les communs de mortels, passez-moi encore cette expression, vous trouvez quelqu'un qui dit « Va m'acheter le pain ». N'achète pas le pain de l'autre boulangerie là, des Congolais. Trouve-moi le pain des autres là que je ne citerai pas. C'est-à-dire que déjà, nous avons vendu, nous avons hypothéqué l'économie. Et ce sont des choses qui... L'économie entre les mains des expatriés. Entre les expatriés, carrément. J'ai un exemple, je dis, vous vous réveillez le matin, même le petit déjeuner que vous prenez, cher Dan, tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Même le sucre, imaginez alors que nous avons Koulingongo ici. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir là-bas et arranger pour que le Congolais mange à sa faim, pour que le social du Congolais, parce que l'effet du social... Parce que dans cette situation où l'économie, tout ce que nous faisons vient de l'extérieur, tout ce que nous avons vient de l'extérieur, on peut dire que c'est essentiellement de la faute de l'actuel régime? Je ne dirais pas ça parce que ça n'a pas commencé avec l'actuel régime. Moi, je voudrais être au milieu. Je voudrais dire les choses telles qu'elles sont. Ok? Citons Pain Victoire. Pain Victoire n'est pas arrivé il y a 3 ans. Vous imaginez? Oui. C'est-à-dire que ce pain-là n'est pas arrivé au Congo. Même Kovo, la boulangerie Bekatev, j'en passe, c'est pas arrivé au Congo il y a 2 ans. C'est pas sous l'ère Fachi. L'effet d'une économie stable, c'est le panier de la ménagère. Là, je suis d'accord avec lui. Parce que quand la maman va au marché, qu'est-ce qu'elle trouve là-bas? Qu'est-ce qu'elle trouve au marché? C'est ce que l'argent qu'elle a, que papa remettait 10 000 francs hier. Le monsieur remet 10 000 francs aujourd'hui, la maman va au marché. Elle va rentrer avec les mêmes articles qu'elle pouvait rentrer avec hier. Non. La monnaie a baissé, la monnaie a perdu sa valeur. Okay. Mais il faudrait pas, cher Badjoko, prendre, comment je peux appeler ça, mesurer la tension, mesurer même tout un régime par rapport à, vous dites, hier le Congo était, aujourd'hui le Congo est 175e pays sur le 180. Mais c'est quoi les critères, c'est quoi les facteurs, pourquoi? Mais aujourd'hui quand même ce Congo-là a 4 milliards, plus de 4 milliards en réserve. Vous savez, le problème du Congo, je vais titiller un peu mon cher de l'Union sacrée. Le problème du Congo et le problème du gouvernement de Fachi, c'est qu'il est certainement mal entouré, surtout par les communicateurs. Ils ne savent pas communiquer des choses vraies. D'accord. Ok. C'est pourquoi l'opinion publique dit ceux-là ne travaillent pas. Ceux-là. Mais pourquoi? Parce que l'opinion voit le sommet de l'iceberg. Alors que lui, il est en train de travailler le fond d'abord. C'est ça le problème. Tout à fait. C'est ça le problème. Merci beaucoup, M. Patrick Sahel, M. Gédéon Kalala. La même question. Gédéon Kolila, pardon. Oui. La même question. La sécurité et le social sous Tshisekedi. Un recul ou une avancée? Bon, je pense que déjà, c'est comme s'ils ont reformulé la question. Je dirais, lorsqu'on parle de milliers, j'ai toujours prêché pour dire aux gens que le millier n'existe pas. Vous comprenez? La neutralité, c'est une sorte de lâcheté positive. Il faut savoir s'assumer. C'est comme ça que vous avez vu l'Empire romain nous a imbécialisés pour faire de sa politique de neutralité une religion d'État. Et vous savez que le cardinal vote. Et vous pensez que quand il va voter, il n'a pas choisi? Alors, un homme qui est créé par l'image de Dieu, qui a une âme, dans l'âme, il y a le choix. Alors, je ne vois pas, quand mon ami m'attaque, pour dire qu'il est le centre, donc, où il est naître. Donc, ça, c'est une lâcheté. Alors, mais il a soulevé des bonnes choses. Que je prends positivement. Je prends positivement. Oui, je ne voudrais pas... voilà. Non.
Voilà, il me connaît, je respecte beaucoup de gens, mais c'est juste quand vous m'avez aussi attaqué, donc, pour dire, voilà, moi je prends en compte ce que vous avez dit, en ce qui concerne la communication. Vous avez parlé de lâcheté positive. Oui, la Comme neutralité. on dirait une discrimination Donc, là- positive. Voilà, bon. Vous savez, nous posons mal la problématique, très souvent. Et j'ai aimé, vraiment, et surtout lui, il a bien introduit, sans couleur politique, bien sûr. Mais ici, la question, c'est de savoir s'il y a les développements comme changement social. En fait, c'est ça. Et il a dit, il a planté les décors pour dire Tshisekedi trouve un État en faillite, privatisé. Vous allez vous rendre compte que tous les ports de l'ONATRA aujourd'hui, ce sont des ports des individus. Vous voyez, ça pose déjà problème. Maintenant, le changement social est comme toute transformation profonde, durable et observable dans le temps. Donc, le changement social comme transformation, ça affecte pas d'une manière qui soit provisoire, pas d'une manière éphémère, mais c'est la structure, c'est-à-dire ça affecte le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité et aussi d'une manière collective, et cela change ou modifie les cours de l'histoire. Voilà pourquoi vous avez vu, Kabila vous dit, s'il y a quelque chose que je regrette, c'est de ne pas faire quoi? De ne pas valoriser les capitales humains. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de développement ici, il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas parler du développement parce qu'on sent parler de l'éducation. L'éducation est capitale si ou lorsque la conception entreprend le développement. Qu'on ne peut pas parler du développement sans poster un système éducatif, lequel doit constituer une arme pouvant nous permettre de connaître des réalités environnementales. Nous n'avons pas une médecine congolaise. Je ne sais pas de quoi on parle. Maintenant, je vais revenir, mais je voudrais d'abord dire ce que mon ami a dit. Vous savez, les gens sont en train de confondre entre la réglementation des prix, qui est un instrument privilégié de l'État pour appliquer le régime juridique et les systèmes économiques de fixation des prix, avec l'augmentation des prix. Parce qu'ici, on vous dit, Kabila a laissé autant, mais sans vous dire, Kabila a trouvé les dollars à combien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre le pouvoir d'achat et les prix sur le marché. Et si vous ne savez pas établir cette différence, vous allez dire que Kabila était mieux que Tshisekedi. Alors ce n'est pas ça. Regardez les billets, les derniers billets de valeur faciale, qu'on dit les billets de la banque, que Kabila a laissé, c'est 20 000 francs, n'est-ce pas? Et Kabila a trouvé quel billet? 5 francs, à l'époque des musées. Et le taux était à combien? Donc vous voyez un peu, c'est ça, j'ai vite compris, c'est imbécialiser notre société. Ça veut dire que plus le temps passe, plus la monnaie congolaise... Non, mais d'abord, il faut savoir... C'est un phénomène normal. Oui, non, que la monnaie continue à se déprécier. Donc, je voudrais que les gens puissent faire la différence entre le changement social, c'est-à-dire que la modification du cours de l'histoire, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un système éducatif. Parce que, regardez, là, il a soulevé quelque chose de très important. Vous posez les bases, hein? Non, qui n'est pas une cause d'exonération de reconnaître Hitler malgré ses erreurs. Vous comprenez? Parce que le développement d'un pays est lié à la science, l'innovation et la technologie. Et c'est la guerre même qu'il y a eu entre les gens qu'on appelle la bourgeoisie comprador, les libéraux, et entre les syndicalistes qui veulent avoir l'État comme l'État entrepreneur, créateur d'emplois. Alors les autres disent non, nous avons l'intelligence, nous avons la science, et on crée des mercenaires, comme il a dit,
Donc aujourd'hui, quand vous arrivez à Stuttgart, donc vous allez voir que il y a quelqu'un qu'on appelle Dame là. C'est lui qui a monté la Mercedes. D'accord. Je comprends que vous avez posé les bases et que vous avez développé à votre deuxième tour de parole. Oh là, mais bon, je comprends que c'était les bases. Monsieur Yves Badjoko, vos co-débatteurs vous opposent le fait que la monnaie nationale est en train de se dégrader, que la même monnaie n'a pas la même valeur qu'il y a 3 ans. D'où le prix, on pourra peut-être dire que le prix des biens de première nécessité et la dépréciation de la monnaie pourraient équivaloir la même chose. Ben, c'est très intéressant, mais moi je ne voulais pas parler des socialistes, refaire l'histoire, sinon on va partir dans tous les sens. Vous comprenez que l'Union sacrée n'a pas répondu, il a posé des non, bases, non, écoutez, nous devons relever le débat. Je répondais d'ailleurs à ce que tu as cherché à condamner Hitler seulement parce que le nom de Hitler, alors que vous dites qu'il a inventé. Alors que le développement du pays, c'est lorsqu'il y a des inventions. Mais voilà, il faut relever les débats, il faut quand même amener les gens à comprendre de quoi nous parlons. Au lieu de venir avec les invectives de tous les jours. Non, il n'y a pas d'invective. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un langage simple pour être entendu et compris par tous ceux qui nous suivent. On n'a pas besoin de mystifier les questions. Nous parlons des questions essentielles, des questions simples, des questions de vécu quotidien. Ce que nous vivons, c'est que le commun de Congolais vit. Et voilà, mes co-débatteurs ont soulevé le fait de la valeur de la monnaie. Mais bien sûr, si la valeur de la monnaie se dégrade, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que la gestion de la monnaie est essentiellement mal orientée. Non, le pouvoir d'achat. Non, il faut. Vous avez un problème sérieux. Monsieur Déon, bon, excusez-moi, parce que c'est le domaine dans lequel je veux évoluer. Vous pouvez noter, c'est beaucoup mieux. Merci. J'en arriverai à la question du pouvoir d'achat. Mais voilà, la base, c'est ça, c'est que si la monnaie se dégrade, c'est-à-dire que les politiques monétaires mises en place par les responsables publics sont défaillantes. On ne doit pas réinventer la roue, il n'y a pas des chocs mondiaux qui sont inattendus. Ben bien sûr, des chocs mondiaux peuvent exister, mais le fait est que chaque État doit avoir une capacité de résilience, c'est-à-dire d'être capable de résister aux chocs extérieurs. La Russie subit de plein fouet des sanctions de part et d'autre de tout le monde, mais la Russie est capable de tenir 2 ans avec ces sanctions parce qu'elle a une économie, elle a une organisation en interne qui lui permet de faire face à toutes ces sanctions. Et nous, notre pays, devons faire face à ça. Sinon, ce serait trop facile. On va vous dire, voilà, le prix a augmenté à un autre endroit, c'est pourquoi il y a des implications sur notre pays. Non, il faudrait qu'on ait ces capacités. Par exemple, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, effectivement, le pouvoir d'achat des Congolais, on est affecté. Quand je reproche toujours à vous de l'Union sacrée de souligner le fait que vous avez augmenté des 40 francs les salaires de 40 000 francs les salaires de 45%. Non, en termes de pourcentage. Non, je parle de la dernière augmentation. La dernière augmentation de l'armée, c'est $20, je crois, que vous avez dit, 10 ou $20. Donc ça fait 40 000 francs. Quel pouvoir d'achat ces 40 000 francs lui confèrent? Lorsque vous vantez d'avoir augmenté les salaires des 45 ou 40%, qui permet au salaire aujourd'hui de se situer à, on va dire, 300 000 francs. Je suis encore généreux de dire que le salaire dans une fourchette... De l'enseignant, aujourd'hui, c'est à 700 000. Dans une fourchette médiane, c'est situé à 300 000 francs. Imaginez que le pain qui est à 500 francs. Une composition familiale normale dans notre pays, c'est 2 parents et 4 enfants. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 francs qui partent rien que pour l'alimentation. Même pas l'alimentation du matin, rien que pour le pain. Je ne mets pas en compte le sucre, je ne mets pas encore les makala qu'il faut, parce que le taux d'accès à l'électricité dans notre pays est de 8%. Voilà, je ne mets pas encore l'eau parce que le taux d'accès à l'eau est de 30% dans notre pays. Vous vous rendez compte que le salaire qu'on paye à un individu lambda au Congo ne lui sert qu'à payer son petit déjeuner. Il n'a rien pour le logement, rien pour la santé, rien pour l'éducation. C'est là que M. Sahel vous oppose cela. Il dit qu'on ne peut pas tout mettre tout cela sur le dos de l'actuel régime. Mais voilà, lorsque l'on vient en responsabilité, c'est pour apporter des améliorations à ce qu'on a trouvé. On vient en connaissance de cause. Malheureusement, le régime de M. Félix Tshisekedi est venu apprendre sur le tas, c'est-à-dire apprendre sur le sommet, au sommet avec des responsabilités publiques importantes. Tout ce régime apprend, il découvre les choses sur le champ. C'est ça le problème. Alors que lorsqu'on vient en responsabilité, on anticipe sur certaines choses. Je suis d'accord qu'il y a des réalités spécifiques que l'on ne peut pas connaître lorsqu'on est hors du pouvoir. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il faut avoir une
perception des choses au préalable et apporter une proposition. C'est pourquoi je vais faire un détour pour dire que nous, de SID, nous venons dernièrement de notre congrès, où nous avons produit le manifeste de Kisangani, qui est la base, qui se repose sur 3 piliers, qui est la base de notre programme de gouvernance pour les élections de 2023. Parce que nous savons, nous connaissons au moins ce qu'il y a à connaître sur la gestion de l'État, sur la situation de l'État actuel, et nous préparons les solutions idoines, quitte à les ajuster pendant que nous serons en responsabilité. Mais nous avons les propositions déjà des solutions anticipativement. Une question avant de donner la parole à monsieur Sahel. Oui. Monsieur Badioko, nous sommes dans un régime, nous sommes dans un système où la séparation des pouvoirs est consacrée par la Constitution. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un échec dans un certain secteur, on attribue tout cela au chef de l'État, oubliant que nous sommes dans un système exécutif bicéphale, où nous avons les chefs du gouvernement et les chefs de l'État, chacun avec ses prérogatives. Si le gouvernement échoue, la responsabilité devait être posée opposée au gouvernement. Pourquoi tout ce que la population a, ou beaucoup d'analystes ont, c'est poser tous les échecs sous la tête de seul le chef de l'État? C'est très intéressant, mais avant de répondre à votre question, mon co-débatteur a évoqué la question effectivement de sécurité sur un autre aspect. Je vais évoquer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a 30% de Congolais qui vivent en insécurité alimentaire. C'est quand même extrêmement grave, depuis que M. Félix Tshisekedi est en responsabilité. 30% des Congolais qui vivent en insécurité alimentaire. Je ne parle pas de famine, je ne parle pas de malnutrition, je parle d'insécurité alimentaire. Ça veut dire que autant la guerre autant la guerre, oui, ce sont des rapports des Nations Unies. Autant la guerre tue à Béni, en Ituri, autant la famine tue essentiellement dans le Kasaï, parce que ces 30% sont concentrés dans le Kasaï. Vous avez souligné le fait que l'économie était extravertie. Je veux bien, mais pourquoi on ne change pas le cours de l'économie? Même le petit commerce est toujours exercé par les expatriés, alors que les lois et règlements... Alors que, je veux même pas entrer sur cette question, alors que les lois et les règlements de notre pays imposent l'exercice du petit commerce aux Congolais. Pourquoi est-ce que ça ne change pas après 4 années? Vous avez évoqué la question des réserves de change. C'est très intéressant. Est-ce que vous savez que ces réserves de change ont été constituées sur base d'un prêt de FMI? Non. Est-ce que c'est logique? Où est la rationalité lorsqu'on va prêter de l'argent pour le thésauriser en tant que réserve de change? Mais maintenant, vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que toute la responsabilité, vous dites, va à M. Félix Tshisekedi. Là, je vais évoquer, là, vous abordez une question politique. Lorsque, à l'Assemblée nationale, la majorité n'est pas acquise à celui qui est en responsabilité, alors le bicéphalisme opère. Lorsque la majorité est acquise à celui qui occupe les plus hautes fonctions de l'État, automatiquement, ça devient un régime présidentiel. Mais au-delà de cette question politique, c'est les positionnements des uns et des autres. Vous voyez, quand tout marche, on dit quoi? Fachi Beto. Et quand tout ne marche pas, mais qui est-ce qu'on doit reprocher? C'est lui qu'on doit reprocher. Et il souligne un aspect, encore M. Patrick Sahel a encore souligné le fait que les collaborateurs qui entourent M. Félix Tshisekedi ne lui rendent pas un bon service. Mais la question essentielle et fondamentale, qui choisit ses collaborateurs? Est-ce qu'on impose à M. Félix Tshisekedi ses collaborateurs? Pourquoi il ne choisit que des personnes incompétentes? Si j'emprunte votre pensée, pourquoi il ne choisit que des personnes incompétentes pour l'entourer? Voilà. M. Patrick Sahel, votre réaction? Je vois mal que mon cher Badioko contredise celui qui est le président de l'AMOUCA aujourd'hui, parce que quand il parle des réserves de change, moi j'ai parlé des 4 milliards, Mouzito a dit c'était dû aux recettes. Oui. Ok, mais Badioko ici sur le plateau, il dit que c'est un prêt. Là, je ne comprends plus rien. Voilà. Le comble, c'est que, je veux dire à mon ami de l'Union Sacrée, c'est que moi, je suis indépendant parce que j'ai vraiment refusé de réfléchir par procuration comme vous le faites. C'est-à-dire que je sais dire que ça... je sais dire que... Tu considères ça comme un musulman, sinon vraiment c'est de l'égir. Ah mais non. C'est-à-dire que je sais dire que le blanc est blanc quand il est blanc. Je ne saurais pas dire que le blanc est rouge parce qu'on m'a demandé de dire que ce blanc-là, il est rouge. Je ne serais pas comme ça. J'en reviens à Badioko. Badioko, il n'y a pas que Kinshasa. Vous parlez de 40 000 francs qu'on aurait ajouté aux militaires parce que vous voyez Kinshasa. Ok? Mais le militaire qui est au Bandundu là-bas, le 40 000 francs lui sert de beaucoup de choses. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on rétrécisse le champ. Par rapport à Kinshasa, c'est vrai que Kinshasa c'est le reflet, c'est le miroir. Mais est-ce que le militaire qui est à Bunia, qui a vu son salaire être majoré de 40 000 francs,
est-ce qu'il aura le même langage que celui qui est à Kinshasa? Cette majoration, cette majoration, coïncide avec la dépréciation du franc congolais. Est-ce que ça va vraiment se faire ressentir dans son véhicule? Le marché, je parle aussi du marché, parce que le denrée qui coûte 10 francs ici à Kinshasa, au fin fond là-bas coûterait 8 francs ou 4 francs. Mais lui, quand il voit son salaire majoré de 40 000 francs, il va dire merci, président. Ce n'est pas assez. Moi, je ne suis pas ici en train de dire que nos militaires sont bien payés. Ils sont déjà depuis que le pouvoir est arrivé, ça fait 4 ans, ils ne sont pas dotés. OK? C'est-à-dire qu'ils achètent le tenue, ils achètent les bottines. C'est vrai, l'usine est en train d'être faite à la 4e année. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ici. C'est ça maintenant le bon côté d'être indépendant. Quand ils font du bien, j'acclame. Mais quand je dis que le militaire n'est pas doté, ça fait 4 ans. Alors il faudrait qu'il travaille. C'est ça, c'est là aussi que je rejoins mon cher Badioko, qui dit que, en fait, on va poser la même question à Fachi. Mais, monsieur le président, qui vous choisit les collaborateurs? Comment vous faites pour choisir les collaborateurs? Même, voyez quand même les communicateurs que vous nous envoyez à la télé. On comprend que le choix est mal fait. Parce qu'ils ne savent pas soutenir le régime comme il faut. Ah bon. Badioko, il n'y a pas réalité entre ce qu'on communique et ce qui est fait. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils sont très en retard. Qu'est-ce qui est fait déjà? Qu'est-ce qui est déjà fait? Mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Badioko a parlé de la sécurité alimentaire. Vous savez que le Congolais mange mal. Le Congolais mange la maladie, si je dois dire comme ça. L'OCC, qu'est-ce que l'OCC fait? Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous mangeons le riz un peu comme... Vous voyez comment on fait les pâtes? C'est comme ça que les Chinois nous vendent les riz aujourd'hui. Ce n'est pas du vrai riz. Ce n'est pas notre riz de Bumba. Mais parce que l'OCC ne fait pas son travail. La sécurité alimentaire, ça dit que le Congolais est voué à je ne sais pas quoi. Ça dit que mais notre ministre de Santé, qu'est-ce qu'il fait? Qui l'a mis là? C'est là qu'on dit que le président est mal entouré. Il faudrait qu'il y ait de bonnes personnes à la place qu'il faut. Ok? La sécurité, nous sommes voués à nous-mêmes. Moi, je me dis, la personne qui est au fin fond du village mange 10 fois mieux que celui qui est à Kinshasa. Parce que rien n'est surveillé. Voyez-vous ce qui se passe à Limité avec tout... L'OCC ne fait même pas son travail. L'OCC, qu'est-ce que l'OCC fait? Quand vous arrivez, vous payez ce qu'il faut payer, ils vous laissent partir sans contrôler ce que vous avez, sans voir est-ce que la date d'expiration, aujourd'hui, nous avons les méthodes pour changer la date d'expiration d'un produit. Mais est-ce que l'OCC sait? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore voir l'OCC comme dans le temps, envoyer brûler carrément les aliments impropres à la consommation? Je referme cette parenthèse. La sécurité financière. Parce que quand on parle de la sécurité c'est un terme assez général si vous voulez. Alors ça renferme beaucoup de choses. Parlons de la sécurité financière. Tshisekedi est arrivé, il crée l'IGF. Ah mais nous acclamons. Mais l'IGF, quand l'IGF arrive, mais est-ce que l'IGF fait le même travail pour lequel il a été créé? C'est la question. C'est une question avec une réponse négative. Aujourd'hui, l'IGF est pratiquement dans le populisme. Aujourd'hui, l'IGF, souvenez-vous, je prends le cas Ngobila. Ngobila va à l'école Mokengeli, je vais chuter par là, ne vous en faites pas, va à l'école Mokengeli, il nous promet avec un projet de 66 millions de dollars américains, il va créer un site pour les enfants, ça c'était lors des confinements, pendant que la Covid nous frappait ici, mais cette histoire n'a jamais vu le jour. Mais qu'est-ce que l'IGF va faire 2 jours après le concert de Wenge? Qu'est-ce que l'IGF va faire avec l'histoire de 1 milliard de francs congolais? Ok? Mais pourquoi l'IGF doit attendre ce dossier de Ngobila jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas monté sur la table, mais 2 jours après l'histoire de 585 000 dollars pour le concert de Wenge, l'IGF monte au créneau. C'est-à-dire qu'il faudrait que le président de la République tape la main sur la table pour dire « Monsieur, je vous ai mis là pour faire le travail. Et quand vous ne faites pas le travail comme d'aucuns voilà. Alors, okay. il faut mettre de côté. Il est temps. Il est temps parce que vous avez une belle question. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Merci beaucoup. Mais pourquoi ça revient? Je reprends maintenant à cette question-là. Pourquoi l'échec revient toujours au président? C'est parce que le Premier ministre doit travailler sous l'impulsion du président de la République. Il a été mis là pour gérer le gouvernement, gérer l'exécutif au nom du président de la République. Et quand il ne fait pas son travail, ça revient au président. Merci beaucoup, M. Sahel, M. Kolela. Un problème de communication, un problème d'entourage. C'est aussi votre problème. Le chef travaille bien. Mon problème, c'est que, contrairement à ce qu'il dit, j'ai dit ce que je pense. Ok? Lorsque le chef arrive à défenestrer
la majorité factice, il était entouré d'experts ou il était entouré des abrutis fondationnels? C'est ces questions aussi qu'il faut se poser. Vous comprenez? Donc là, tout le monde a clamé que Tshisekedi est arrivé à découvrir que la majorité qu'on l'a présentée comme majorité, ce n'était pas une majorité ici, véritablement des urnes. Ça posera déjà un problème là. Et quand il a fait l'appel, c'est tout le monde qui a acclamé. Mais écoutez, le travail du président de la République, effectivement, il est là pour créer un environnement motivant, un environnement ambiant, en tenant compte des compétences de ses collaborateurs. Alors, pour analyser la compétence, il faut aussi en avoir. C'est-à-dire les savoir-faire, vous devez avoir, parce que les savoir-faire est toujours accompagné par les faire savoir. Alors, il appartient à mon ami de nous dire, parce que lui connaît, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que lui-même doit être sanctionné de cette qualité-là. Il a parlé de l'IGF. Non, mais ça sans nous dire. Mais je vais vous dire, l'IGF, selon ce titre, c'est-à-dire que c'est un OPJ à compétences restreintes. Et lorsqu'il fait son travail, donc, il donne les rapports à la justice. L'IGF n'est pas la justice. Il parle de mais j'arrive maintenant. Oui, je dis, j'arrive. Et déjà, il faut savoir que l'IGF a été créé en 87. OK? Et vous et moi, nous entendons parler de l'IGF. C'est actuellement quand c'est devenu. C'est une élancée novatrice dans la gestion, dont les autres vous disent, non, il est venu apprendre au sommet de l'État. Alors que eux n'ont même pas le fondement idéologique. Qu'est-ce que vous retenez de Martin Fayoulou? Parce qu'on connaissait que quand on parle de Lumumba, on parle de la démocratie à l'africaine. On parle d'Étienne Tshisekedi, on parle d'un état de droit. Et qu'est-ce que vous retenez de Fayoulou? Placebo, les injures. Et vous allez amener l'alternance avec les injures. Voilà nos amis ici. C'est une collation des frustrés, des aigris. Bon, maintenant, parce que vous parlez de questions ici. Moi, je pensais qu'on va faire... Je connais mon ami, il se distingue parmi les gens que je connais. Je ne veux pas citer les noms ici. Lui, au moins, il essaye de voir. On parle de développement. Il souligne des bonnes questions, mais c'est comme si ça reste inachevé. Le développement économique, c'est un acquis de l'ensemble de toutes les mesures qui orientent les activités économiques. Premièrement, il y a les systèmes de production. Si on vous parle des systèmes de production, vous n'avez pas appris qu'il y a Kanyama KCC qui a été relancé et qu'aujourd'hui, le prix des maïs, de Kassai dont il parle, là, il est à quadrature arrière. Le prix, ce n'est pas comme avant. Les données qu'ils vous donnent, je peux vous donner ici, c'est les données qu'on avait toujours données quand Kabila était au pouvoir, alors que les choses ont changé. Ici, lorsqu'on parle de l'orientation, c'est-à-dire qu'ici, il faut tenir compte aussi des revenus. On parle des revenus ici. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut faire très attention lorsqu'on parle de prix et de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'enseignant touche 700 000. Même quand vous prenez... Alors que dans les temps de Kabila... Touche 700 000 francs. Oui, avec 45% d'augmentation vérifiée. Il y a les enseignants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kabila, on n'avait jamais appliqué l'accord de Moudi. Mais aujourd'hui, l'accord de Bibois est en œuvre. Et l'enseignant là, qui, au temps de Kabila, touchait 100 000. Et 100 000 représentait combien? Parce que le taux était à 160. Vous pouvez faire des calculs. Et qu'aujourd'hui, on parle des taux élevés. C'est pourquoi je dis, les gens ne comprennent pas. Mais nous qui enseignons plutôt, la réglementation des prix, nous savons que les prix, c'est vrai, est au pivot de la politique gouvernementale. Et que ce sont des aspects. La stabilité des prix est tributaire à la crédibilité de la politique gouvernementale. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, il ne faut pas confondre les prix et le pouvoir d'achat. Parce qu'ils viennent de vous dire, un enseignant qui avant, il touchait 50 $ au taux de combien? De 160. Et qu'aujourd'hui, un enseignant touche
700 000. Quand vous faites le calcul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enseignant qui a moins de 200 $. Mais quand il y a inflation et que... Mais je vous dis, il vous a parlé des pains qui étaient à 200. Mais à ce moment-là, il touchait 100 000. OK? Mais maintenant, il touche combien? Et même si les pains est 500. Donc, il faut savoir relativiser les choses. La deuxième chose, Je termine par là. Tshisekedi vient, il trouve les actifs miniers entre les mains de ceux qui... Les gens, on a bradé, c'est ça. Mais Tshisekedi négocie avec les contrats de 40 ans. Il récupère. Aujourd'hui, vous parlez de blocs pétroliers. C'était entre les mains de Gettle. Écoutez les avancées. Donc, aujourd'hui, les secteurs miniers, parce qu'il vous parle de choses peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. La lutte contre les gelées des concessions minières, cas de force majeure. Aujourd'hui, c'est évalué à combien? Parce que les gens ne comprennent pas. Ils vous parlent ici de FMI et tout ça. Alors non. Et quand on parle de recettes, de réserves d'échange, ça veut dire que ce sont des épargnes. Les épargnes, là, c'est sur les fonds propres. Et quand vous avez les fonds propres... Il y a un prêt du FMI de plus de 1 milliard. Non, mais écoutez, pour que le FMI vous donne les crédits, il doit savoir vous êtes à mesure de mobiliser combien. C'est ce qu'on appelle les réserves d'échange. Et en dehors des réserves d'échange, aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que les actifs de la Banque centrale arrivent à plus de 10 milliards, alors que Kabila l'a laissé à 4 milliards. Vous allez dire, maintenant le problème, je cite par là, excusez. Vous savez, la politique monétaire que Tshisekedi a menée, qui consiste aujourd'hui à la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale, à une conduite monétaire et avec le renforcement de la capacité de la Banque centrale à superviser les banques commerciales. Vous avez vu lors malheureusement, votre temps lors des procès des Camérés, et que le gouverneur était à mesure, il n'était pas à mesure de savoir comment je vais revenir comment les devises sortent dans les banques centrales. Mais aujourd'hui, la Banque centrale est en train de lutter contre la fuite des capitaux. Merci donc beaucoup. Ça, merci, M. Badjoko. Il y a quand même des faits importants, des points importants, des avancées significatives dans la gestion de M. Tshisekedi. Il y a la couverture santé universelle qui a été rendue gratuite. Il y a les programmes des 145 territoires qui est en train d'être lancé. Il y a Tilégelou, il y a Kinshasa Zéro Trou. Il y a beaucoup de projets qui sont aujourd'hui lancés. Combien de chantiers la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo est en plein chantier. Pourquoi vous ne voyez que ce qui ne va pas pendant qu'il y a déjà des travaux qui se font et que la RDC est en train de se relever? Merci, je vais arriver à votre question. Je vais prendre un peu ce que nos amis ont dit. Je vais commencer par là où Maître a fini. Il dit que voilà, il y a une politique au niveau de la Banque centrale pour la rendre indépendante et pour maintenir une certaine mainmise sur il lutte même contre la fuite des capitaux. D'accord, sur l'environnement bancaire. Mais je vais lui signaler qu'il y a 2 banques qui viennent de passer sous pavillon Kenya. Qu'est-ce que la Banque centrale fait? C'est ça la politique de la Banque centrale. Vous voulez que je vous réponde par rapport à ça? Non, laissez-moi, c'est mon temps de parole. Vous allez répondre quand vous en aurez le temps. Alors, comment on va contrôler notre politique monétaire? Comment on va mettre en place des politiques économiques solides et fiables alors que toutes les banques sont des banques étrangères? Ça, c'est un réel problème. Vous avez parlé du changement de la majorité. Vous êtes parti sur une question politique. Mais le changement d'une majorité ne se fait que après des élections. Pas pendant une législature. C'est impossible. Je vous inviterai à me donner. Je n'adhère pas. C'est pas votre niveau d'adhérer à la fragilité conceptuelle. Je vous inviterai à me donner des références sur le plan mondial et littéraire qui soutiennent votre thèse. Voilà. Mais M. Sahel a souligné le fait que 40 000 francs au Bandundu représentaient beaucoup. Mais beaucoup pourquoi? Pour acheter du pondu. Mais quels sont le pendant au niveau social? Est-ce que ces 40 000 francs pourront lui permettre d'avoir accès à des soins de santé de qualité? Est-ce que ces 40 000 francs seront suffisants pour lui permettre d'accéder à l'électricité, à l'eau potable? Nous parlons d'une majoration de à l'eau potable. Oui, c'est ce que je dis. Ce sont des majorations fictives parce que ça ne confère pas, comme il a dit, un pouvoir d'achat réel et un pouvoir d'achat certain. J'ai donné l'exemple du pain. Avec 100 000 francs, vous savez combien de pain vous avez il y a 2 ans. Avec 350 000 francs, vous savez combien de pain vous avez
vous avez aujourd'hui, mais ils disent qu'il est temps aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi mette ses collaborateurs dehors. Non, il est temps aujourd'hui que le Congolais mette M. Félix Tshisekedi dehors. Et ça, par les urnes. Et ça, nous y arriverons en 2023 parce que nous avons une alternative et nous avons une offre politique réelle et crédible. Je veux parler comme d'une autre chose, de la justice sociale. Moi, je ne veux pas faire comme maître parce que lui, il est un peu trop haut. Moi, je veux parler pour que ceux qui nous suivent nous comprennent. Justice sociale. Quand l'IGF touche 22 millions de francs, l'inspecteur général des finances, chef de service, comme il s'appelle lui-même, M. Alinguete, touche 22 millions de francs et qu'un policier, un fonctionnaire public, je vais être gentil encore, j'ai dit qu'il touche 300 000 francs. Où est la justice sociale? Parce qu'il y a aussi ces questions qu'il faut aborder dans le cadre de la justice sociale. Comme M. Félix Tshisekedi ne sait même pas combien il gagne, c'est quand même inquiétant. Parce que tout le monde, tu sors de chez toi le matin, tu vas travailler pour ne pas savoir combien est-ce que tu gagnes. C'est quand même aberrant. Je ne sais pas, je ne m'aurais pas me trouver dans la position de M. Félix Tshisekedi. C'est le président de la République. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il travaille. Moi, je peux dire que celui qui a posé cette question-là, il est ignorant parce que les salaires du président est connu. Il y a les listings. Il faut lire la loi des finances. Ben, j'espère que vous me rendrez toutes les minutes que Maître me prend. Donc voilà, c'est quand même des questions. C'est terrible d'être dans cette posture et dans cette situation. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait? Rien n'a été fait, très cher Sahel. Il n'y a rien qui se fait. Il ne faut pas vous baser sur de la poudre. Vous parlez de l'augmentation de 40 000 francs. Mais ça ne représente rien. Ça ne représente rien, une augmentation de 40% sur le salaire. Mais quand vous augmentez 40% de rien, ça ne donne rien. Personne ne peut vivre avec 300 000 francs. Les logements à Kinshasa, combien les logements coûtent? Combien le transport coûte aujourd'hui? Avec 300 000 francs, comment vous faites pour aller au travail, pour revenir? Je prends l'exemple d'un individu, mais je vous ai dit que la composition d'une famille moyenne à Kinshasa, c'est 2 parents et 4 enfants. Comment est-ce que vous faites pour vous débrouiller avec 300 000 francs? C'est impensable et c'est inimaginnable. Vous parlez des réserves d'échange qui sont en augmentation. Mais pourquoi le corps médical n'arrête pas de se plaindre, n'arrête pas d'aller en grève? Pourquoi le corps des enseignants n'arrête pas de se plaindre, n'arrête pas d'aller en grève? Pour leurs conditions économiques et sociales, pour leurs conditions de rémunération. C'est ça les bonnes questions, les questions qu'il faut attaquer. Oui, en France, effectivement, en France, il y a des grèves, mais en France, il y a des grèves, je vais prendre l'exemple des Gilets jaunes, c'est pour la qualité de vie. Ils se battent pour la qualité de vie. Mais ici, nous nous battons encore pour la vie, pour la survie. Tout à l'heure, M. Sahel a dit que les Congolais mangeaient mal. Mais les Congolais mangent mal quand ils ont l'occasion de manger. Ça, c'est encore une autre question. Parce que quand leur quotidien est rythmé par quoi? Par la famine. Je vous dis que 30% sont en insécurité alimentaire. 30% en insécurité alimentaire, c'est-à-dire que la faim et la famine est en train de les tuer à petit feu. Donc, quand ils ont encore l'occasion de manger, ils ne vont pas aller se poser des questions sur la qualité. Il y a des efforts qui sont faits. Il a parlé de Kanyamaka CC, qui aujourd'hui est en train d'aider quand même la population du Haut-Katanga et du Kassai à être alimentée en maïs et en farine de maïs. Je ne veux pas évoquer cette question, mais tout à l'heure, en suivant les infos sur une radio de la place, au Kassai, le prix du maïs, je vous informe, il a augmenté. Donc, il ne faudrait pas me parler de Kanyamaka CC comme étant un îlot isolé. Non. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir des politiques publiques. Des politiques publiques, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a une vision avec des objectifs à atteindre, avec des buts au final. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique. C'est pourquoi ils vous prennent des exemples éparses. Et même vous êtes tombé sur le piège de me dire, on a Tchilé-Géoulou, on a 145 territoires, on a Kinshasa 0 trou. Je vous informe que dans Kinshasa 0 trou, on a Gombe 0 trou. Dans Kinshasa Bopeto, on a Gombe Bopeto. Quelle est la politique quelle est la logique qui sous-tend toutes ces activités? Et je vais vous signaler que la quasi-majorité de ces projets, à l'exception des 145 territoires, sont clôturés par des détournements. Ce n'est pas moi qui le dis, non, j'ai dit à l'exception des 145 territoires, où les ressources n'ont même pas encore été trouvées pour les lancer de manière effective. De quel rapport vous dites qu'il y a eu déjà... les rapports ont été clôturés et qu'il y a détournement? Non, pas sur les 145 territoires, mais sur Tchilé-Géoulou, c'est de notoriété publique. Sur la question des 100 jours, c'est de notoriété publique. Il n'y a pas besoin d'avoir des rapports spécifiques. C'est pourquoi j'ai dit, il faut voir ce qui touche la vie quotidienne des Congolais. Je vais parler d'un autre aspect qu'on n'aborde pas, les embouteillages. Vous savez ce que les embouteillages ont comme incidence sur les conditions sociales des Congolais. D'abord sur le plan humain, c'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous allez sur les routes et les carrefours qui sont complètement désarticulés. Vous, sur le plan émotionnel et psychologique, vous êtes déjà monté. En dehors de ça, vous êtes dans un embouteillage. Vous perdez du temps.
vous perdez du carburant. C'est-à-dire que vous perdez, in fine, de l'argent. Et cet argent n'est pas couvert il n'y a pas de pendant, il n'y a pas de réparation de la part de l'État. Je vous informe qu'en France, ils sont en train de travailler sur une loi pouvoir d'achat. Cette loi impose ou alors implique que l'État va subvenir à certains besoins de la population en octroyant par exemple des crédits de 100, 200, 300 euros. Ils sont en train de travailler, ils vont articuler dessus. Donc la question fondamentale, c'est qu'il n'y a même plus de questions fondamentales parce qu'aujourd'hui nous sommes à 4 années et l'année prochaine ce sera l'année électorale. Monsieur Félix Tshisekedi, toute son union sacrée et tout son attelage n'a aucune vision pour ce pays. Merci. Et en conséquence, nous vivons des conditions sociales drastiques, dramatiques. Maître Patrice, vous êtes indépendant, vous Voilà. n'êtes ni de l'union sacrée, ni de l'opposition. Est-ce que vous partagez le point de vue du fait que M. Tshisekedi n'a pas de vision claire pour cette nation? Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas de vision claire pour cette nation. Voilà, je vais sauver quand même les meubles parce que je me rends compte qu'il faudrait que les indépendants aient de la navire, union sacrée qui chavire déjà parce qu'il n'y a pas de communicateur. Voilà, sur le plateau. J'attendais qu'il donne des arguments solides à Badioko, mais malheureusement, Maître est en train de, passez-moi cette expression, de vaciller un peu. Je vais dire ceci. Je vais aider l'Union sacrée. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé plus de 244 groupes rebelles. Ok? Aujourd'hui, nous parlons seulement de Bunagana, qui est détenu par les M23. Vous imaginez? C'est-à-dire que ça, c'était pour répondre à Badioko, qui dit que rien n'a été fait. Et quand Bunagana est pris, est-ce que vous voulez dire qu'est-ce qui a marché là-bas? Non, mais attendez, je suis en train de vous dire qu'avant, ce n'était pas seulement Bunagana. Il y avait le même cas ici et là, mais aujourd'hui, nous sommes concentrés sur Bunagana. Ok? Il y avait plus de 244 groupes rebelles. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de groupe non, j'ai dit à part les M23 qui est soutenu par le Rwanda. Vous voyez le rapport de la MONUSCO aujourd'hui. La MONUSCO a clairement dit que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Ça, c'était juste pour aider. Je parle de la sécurité frontalière. Cher ami Badioko, aujourd'hui, parlons de Kinshasa, nous avons 2 ports d'entrée, c'est vrai. Il y a l'aéroport de Njili et le beach ici qui regarde au Brazzaville. Mais il y a quand même un travail sérieux qui s'est fait du côté de l'aéroport de Njili. Bien que au beach Mobila, c'est un passoire, tout le monde peut entrer comme il veut et sortir comme il veut. C'est un travail que le président de la République, via son ministre de l'Intérieur, doit faire. Mais il y a quand même un travail, il y a quand même des avancées significatives. Dans la sécurité des affaires. Dans la sécurité des affaires. D'avancée significative, vous faites allusion à quoi directement? Mais vous savez, au niveau de frontières. Vous savez, au niveau des frontières, on ne permet pas à n'importe qui de rentrer. Allez à Loufou. Loufou, hier, c'était tout ce qui venait de l'Angola entrer comme on voulait. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des restrictions. Aujourd'hui, quand même, bien que l'OCC ne fait pas bien son travail, aujourd'hui, il y a quand même déjà, parlons même de bureaux. Avant à Loufou, il n'y avait pas de bureau. Allez à l'aéroport international de Njili. Vous sentez quand même que c'est vivable. C'est des avancées. Dans le climat des affaires, la sécurité, c'est aussi le climat des affaires. Il y a eu suppression de 14 taxes, chers amis de l'Union sacrée. Essayez un peu de dire aux autres, parce que quand vous restez bouche bée, ça montre l'incompétence on dit un régime incompétent, mais moi je pense que l'incompétence, c'est au niveau des communicateurs et de la communication du chef de l'État. Ok, il y a 14 taxes qui ont été supprimées. Ça, c'est pour faciliter le climat d'affaires. Les investisseurs vont arriver. Cher ami Badioko, rien n'est fait. Non, moi je ne partage pas, rien n'est fait. Il y a quand même des avancées. Voilà, je viens de peindre le décor de certaines avancées comme ça. Bien que eux, ils sont ailleurs pendant que... Allons-y maintenant à Bunagana. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez que Bunagana, il y a le péage à Bunagana. Bunagana a quelque chose comme 70 millions de dollars par mois de recettes. Et aujourd'hui, Bunagana est entre les mains des rebelles. Ça fait pratiquement 49 ou 50 jours. Qui perd? C'est l'État qui perd. C'est là que je reviens pour dire, imaginez un peu que la MONUSCO monte au créneau pour dire, la MONUSCO n'a pas de matériel, même les forces de la RDC n'est pas bien équipées, les rebelles sont 10 fois mieux équipés que nous. Mais si c'est la vérité, pourquoi ça lèse? Ça doit léser. Mais si c'est la vérité, il faut le dire sur la place publique, alors que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Il vous souviendra qu'on a arrêté les militaires rwandais avec un armement lourd. Et ça provenait de la Chine. Et la question a été posée
on a demandé aux Chinois, mais comment est-ce que vous ravitaillez les rebelles qui sont en RDC des armes? La Chine qui va dire, moi je vends mes armes au Rwanda. Je ne sais pas comment est-ce que les rebelles ont reçu ces armes-là. Alors, mais ça veut quand même dire que notre armée n'est pas assez... l'armée n'est pas efficace. L'armée n'est pas structurée à 100%. Ça, il faut le reconnaître. Le président l'a dit ici, devant les militaires, vers aux zones ici, au centre supérieur militaire. Le président l'a dit. Et d'aucuns le disent. Comment il est le commandant des forces armées? Vous savez, moi je ne prends pas... vous risquez de croire que je suis de l'Union sacrée. Je réponds à vos questions. Il a trouvé une armée non structurée. Il a trouvé une armée avec des traîtres. Il a trouvé une armée avec des étrangers au sein de l'armée pour travailler au bénéfice de ceux qui nous attaquent. C'est comme ça qu'il a trouvé cette armée. Mais quand Tshisekedi arrive, imaginez un peu le jour où Christian Lusakona a posé la question à Félix Tshisekedi avant qu'il ne devienne président de la République. Il a dit, quand vous serez président, qu'est-ce que vous allez faire? La première question, c'était quoi? Je veux fermer tous les cachots des ANR, des MIAP et consorts, parce qu'il n'était pas aux affaires. Mais quand il vient aux affaires maintenant, mais est-ce qu'il peut supprimer ces cachots-là? Parce que supprimer les cachots de la ANR, supprimer les cachots des MIAP, c'est tuer le renseignement du pays. Ça doit exister, c'est important. Vous voyez, mais non. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi, c'est ça. Moi, je suis... voilà, c'est ce qu'il y a. C'est la vérité. On ne peut pas changer la vérité parce qu'on est de l'union sacrée ou qu'on est de l'opposition. Mon ami Badjoko a refusé ou refuté carrément le fait que... C'est comme ça qu'eux, ils voient l'opposition. L'opposition, c'est-à-dire tout ce que le pouvoir fait est mauvais. C'est pourquoi il a même refusé le bien que Hitler a fait. Hitler, Satan qu'il peut être, fils du diable qu'il peut être, mais il a inventé des choses. Et aujourd'hui, lui, si on l'offre une B, c'était quoi, Volkswagen, il dira jamais non. Merci beaucoup, maître. Monsieur il dira jamais non. Merci beaucoup. Maître Général Kolela. Vous savez, moi je suis un Votre homme... co-débatteur, il va dire que je dise le président Tshisekedi... moi, je suis un homme qui respecte les contenus des concepts. Ici, vous ne m'avez pas dit qu'on vient faire le débat sur les bilans de M. Tshisekedi, sur les réalisations de M. Tshisekedi. Non, on parle d'avancée ou de recul. On parle d'avancée, de sécurité. On a parlé de sécurité. Je suis un homme qui pose des jalons, non seulement pour ce qui est en train d'être fait, mais pour les choses qui doivent être faites. Je vous ai dit, ici, dans aucun pays, on peut se prétendre du développement sans un système éducatif. Et c'est très important. Je ne le dis pas ici parce que je suis de l'union sacrée ou je suis neutre. Non, ça c'est... Nous sommes... Je vois, votre table ici a un caractère pédagogique. Oui. Vous comprenez? Il faut respecter les gens qui nous suivent. Moi, je ne veux pas ici venir commencer les débats d'imbécialisation de la société pour dire tel. Je ne fais pas les débats des individus. Donc, je suis pour le président, mais je fais les dons. Mais vous avez quand même parlé de Fayulu, hein? Oui, mais lui, il parle de la vision. Non, il parle de la vision. Vous savez, il y a des personnes qu'on ne peut pas dissocier avec la vie publique. Il y a des personnes comme ça. Donc, il n'y a pas de manque de vision. Mais d'abord, moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut parfois faire des débats dans nos langues. C'est quoi la vision en lingala? N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu sais que des bêtes. Donc, ils ne voient rien. Et quand quelqu'un vous dit que non, je veux faire du Congo l'Allemagne de demain. Donc, ce n'est pas une vision. Mais ça, c'est une traduction littérale. Non, j'ai dit allez dans la traduction littéraire, oui, vous allez comprendre. Oui, je vais dire. Tshisekedi est venu avec un programme. Son programme s'appelle Vaincre la pauvreté. Vous dites que ce n'est pas... Comment on procède à vaincre la pauvreté? Alors, je vais vous aider. Comment on procède à ça? On doit parvenir à vaincre la pauvreté, c'est-à-dire les ennemis, c'est quoi? C'est la division du travail. Et aujourd'hui, je vous dis que les fonctionnaires, ils parlent de M. Alingeti, qui touche 22 millions. Mais M. Badoko doit me surprendre. Je ne suis pas choqué, je comprends. Et je ne veux pas dire qu'il est caractérisé de l'ignorance, pour son respect. Lorsque vous luttez contre la corruption, le nerf de la lutte de la corruption, c'est l'argent. Il faut que ces gens-là soient bien payés. S'ils ne sont pas bien payés, c'est comme à la guerre. Vous voyez, il y a des avancées. Donc les militaires congolais, pour l'effort de guerre, Kabila donnait 100 millions de dollars. Aujourd'hui, ils sont à 400 millions. Donc il y a
des lancées novatrices. C'est vrai, comme il dit, nous sommes des communicateurs, nous communiquons les données que nous avons. Mais le président a tout un service qui doit communiquer. Il faut faire la différence entre nous qui faisons l'analyse avec les services de la communication. S'il les reproche ces gens, tant mieux. Mais j'ai dit, aujourd'hui, lorsque ça, la situation reste toujours... non, mais écoutez, je viens de vous dire. Vous savez, nous devons évoluer dans les débats. Donc, les changements ou les développements sociaux modifient le cours de l'histoire. La Chine est devenue la Chine aujourd'hui. Ça n'a pas commencé, ça a commencé avec Mao. Vous arrivez, vous trouvez ici, dis-moi, qu'est-ce qui marchait? Vous savez que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a trouvé l'amiba qui prenait tout le poids, tout le charge de la République. Et aujourd'hui, où est l'amiba? Lui-même a dit que c'est l'amiba qui a pris en charge l'effort de guerre. Et cette miba, Joseph Kabila a donné un chèque de 10 millions pendant qu'il fallait 10 milliards, il fallait 200 millions. Et même cet chèque, c'est un chèque sans provision. Et si on était sous autre ciel, il allait être poursuivi. Et aujourd'hui, donc cette miba-là ne produit pas. Et les gens vont vous dire, les Kassaïens n'ont pas construit et ils doivent aller construire chez eux. Alors que, même quand Mouzé est venu, l'avion qui a pris Mouzé, c'était l'avion de l'un des Ouetrafa à cette époque. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait? Donc, mais Tshisekedi aujourd'hui, allez, il vous a dit, allez en Boujima et vous allez voir. La miba aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement la MIBA, aujourd'hui les écoles, toutes les écoles qui étaient par terre sont en train d'être, Kalinda Moudichek est construite, le 20 mai est construite, aujourd'hui l'hôpital Bonzolo est donc est construite, c'est-à-dire on commence d'abord par réhabiliter ce qu'on a détruit. Ah, c'est le terme qu'il fallait réhabiliter. Non, oui, donc c'est-à-dire que réhabiliter, et d'ailleurs réhabilitation c'est plus que la reconstruction. Vous avez suivi, aujourd'hui c'est pour la toute première fois, même Mobutu ne l'a pas fait, pour construire les logements pour les officiers militaires. Vous avez vu ça? Vous dites que Tshisekedi n'a rien. Ça, c'est la mauvaise foi. Les 100 jours, les maisons des donc, militaires, mais écoutez, les 100 jours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, non, mais d'ailleurs, au moment des procès, il y avait combien de maisons qui étaient déjà construites? 270. OK? Maintenant, donc, vous avez appris. Non, mais vous avez appris, c'était prévu pour 1500. Vous avez appris que tous ces matériaux-là se trouvent dans les douanes. Mais vous n'avez pas rencontré, vous n'avez pas rencontré le point de vue de M. Badjogo qui dit qu'il n'y a pratiquement pas de vision. Mais je l'ai répondu. Je vous ai dit que Tshisekedi, quand il parle de vaincre la pauvreté, et qu'effectivement aujourd'hui, vous voyez que quand on parle avant de vaincre, il faut d'abord créer des voies de communication. Les routes qui sont en train d'être faites, vous l'avez rappelé. Les maisons que je vous parle, les sociales dont on parle quoi? Les militaires qui n'avaient pas de maisons, les officiers, aujourd'hui ils ont des maisons. La justice sociale. Donc, ce manque d'équilibre entre les hauts fonctionnaires et les... Non, mais écoute, vous savez, la valorisation des capitaux humains passe par l'éducation. Vous voyez? Pour qu'il y ait ce partage-là équilibré. Chacun doit être rémunéré au niveau de postes qu'il occupe. Ça, c'est très important. Mais ici, je vous ai parlé de l'enseignant, je vous ai parlé des policiers, qui autrefois touchaient 60 000 francs, mais aujourd'hui, il est à 350, donc il dit là. Donc, pour comparer. Donc, le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est plus que le pouvoir d'achat au temps de Kabila. D'accord, merci. Donc, il faut être quelqu'un qui a des notions économiques pour arriver à comprendre cela. Merci donc, beaucoup. aujourd'hui, quand on vous dit que la Banque centrale a des actifs, donc au-delà de 10 milliards, alors il faut savoir une chose. Merci. Que le Congo ne mérite pas le budget de 10 milliards. Le Congo mérite plus que ça. 50 milliards. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre l'aspect sécuritaire, particulièrement la partie est de la République démocratique du Congo. Yves Badjoko, la baisse de la criminalité des groupes armés dans l'est de la RDC, aujourd'hui une effectivité. Vous avez suivi les déclarations des gouverneurs militaires du Nord et Sud Kivu qui vous donnent des bilans avec des chiffres à l'appui qui montrent vraiment que la partie est en train d'être sécurisée. C'est quand même une avancée significative que nous devons saluer de la part du chef de l'État. Nous sommes dans l'aspect sécuritaire. Oui, avant deux, trois choses. On ne se permettra pas, même si on n'a pas
de convergence de vues avec M. Félix Tshisekedi de dire que c'est un imbécile. Non, non. On se réservera de dire ça. On ne peut pas se permettre, par élégance, par éducation, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Deuxième chose. Mais l'incompétence, deuxième chose. Oui, ça c'est une autre question. La question de la conscience morale. Non, ça c'est une autre chose. Mais dire que c'est un imbécile, on ne se permettra pas. Deuxième chose, M. Patrick, ne vous embêtez pas. Laissez l'Union sacrée mourir de sa belle mort. Pourquoi vous voulez lui donner un coup de main? Pourquoi vous essayez de la... Laissez-la là où elle est. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas pour ça. Mais je veux quand même revenir sur cet aspect parce qu'il a souligné 2-3 fois sur la question de l'éducation qui serait gratuite. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi en Côte d'Ivoire s'est félicité d'avoir mis 100 élèves par classe. Les standards internationaux reconnus par l'UNESCO, c'est entre 19 et 22 élèves par classe. Donc, aujourd'hui, avec, ou alors à cause de l'Union sacrée, demain, à cause de la gratuité, nous aurons des illettrés qui auront des diplômes. C'est extrêmement grave parce que je ne conçois pas qu'un seul enseignant puisse encadrer de manière efficace 100 élèves. C'est impossible. Mais les écoles sont en train d'être... Mais c'est impossible, en plus du fait que ces enseignants sont dans des conditions économiques et sociales précaires, délabrées. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune vision claire. Vous ne pouvez pas vous reposer sur la gratuité de l'enseignement parce que c'est un danger et vous rendez un mauvais service à la nation. On ne dirige pas un pays avec la parole. On ne dirige pas un pays avec la volonté. Je vous comprends, vous avez du mal à trouver les arguments. Mais c'est normal parce qu'il n'y a rien qui est fait. Sinon, s'il y avait des choses qui étaient faites, vous auriez trouvé des arguments. Je ne demande pas ici de me citer Kanyama Sessé. Je ne me demande pas ici de me citer Kanyama Sessé comme étant un îlot isolé. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait une politique. Si vous me dites, voilà, nous avons construit pour le plan agricole, notre politique agricole consistait à construire ou à développer des centres tels que Kanyama Sessé dans toute la République et que sur les 26 provinces, vous en avez déjà fait 20, ça aurait du sens. Ne me parlez pas que d'un seul projet de manière isolée. Je voudrais dire encore à M. Patrick Saël que nous ne sommes pas de l'opposition. L'opposition s'est faite dans un cadre formel où les élections ont été justes, transparentes et tout le monde a participé et où la Constitution a été respectée. Nous sommes sur... voilà, la résistance reconnue dans la Constitution. Vous avez, oui, l'article 64, lisez. C'est-à dire que tout celui qui use du pouvoir en violation de la Constitution, on a droit de s'y opposer de toutes les manières. Il n'y a même pas droit, c'est une obligation. C'est de la résistance, inclus dans la Constitution. Vous avez parlé des sécurités, des affaires. Mais sur le plan de doing business, nous sommes 183e sur 190. Sur le plan de la corruption, nous sommes 168e sur 180. Mais cher ami, ça fera 2 semaines qu'on a supprimé les 14 taxes. Attendons voir. Vous me donnez les rapports de il y a 3 mois. Non, mais mon très cher, M. Félix Tshisekedi, il y a 2 semaines seulement qu'on a supprimé 14 taxes. M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité il y a 4 ans. Et la dernière année est essentiellement une année électorale. Au moins, il a pris une décision la dernière année est essentiellement une année électorale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réformes spécifiques que nous constaterons, qui changeront le vécu quotidien et le social de la population. Il n'y aura aucune décision. Non, il n'y aura aucune réforme essentielle si M. Félix Tshisekedi continue à s'entêter dans sa voie. Vous avez dit qu'il faut que l'armée, par exemple, n'était pas bien structurée. Nous demandons depuis 2019 de nous mettre ensemble pour faire les réformes qu'il faille au niveau des services de sécurité, Dans quel cadre vous vous mettre ensemble? M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité. Les élections ont été ce qu'elles ont été. Nous les critiquons, nous les dénonçons, mais il est arrivé à la suite de l'accord de la Saint-Sylvestre, de la SELCO, qui a été conclu dans un cadre que nous connaissons tous. Maintenant, pour revenir à la question de la sécurité et de Bunagana, mais c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que Bunagana est sous pavillon rwandais. Et nous le disons depuis longtemps, mais je suis certain que ceux de l'Union sacrée le découvrent hier, mais nous le disons depuis longtemps. Ils attendent les rapports des Nations Unies, c'est très intéressant. Mais le rapport mapping, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 10 ans que le rapport mapping répète. Il a listé, identifié clairement les pays et même les individus. Et même les individus sur le plan national qui sont en complicité pour la déstabilisation de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire simplement la déstabilisation de l'Est, parce que mes frères qui meurent en Ituri sont mes frères, et de surcroît, moi je ne suis pas comme M. Alinguete, qui regarde ça de loin, qui regarde ça à la télé et qui reste stoïque. Moi, lorsque mes frères meurent à l'Est, je suis touché. Revenons, si vous pouvez me permettre... Quand même, la gestion de cette guerre dans l'Est comparé à Kabila, on sent qu'il y a des avancées, monsieur. Très cher, je dis que ce n'est pas la gestion de la guerre de l'Est, c'est la gestion
gestion de la guerre au Congo. C'est le Congo qui est en guerre. Vous me dites que c'est bien géré. Même M. Félix Tshisekedi, combien de programmes il n'a pas déployé? Il a déployé 35 000 militaires dans la zone de l'Ituri. Il a fait des mutualisations de renseignements avec le Rwanda et l'Ouganda. Mutualisation de forces avec l'Ouganda. Il a établi l'état de siège, qui est une mesure exceptionnelle, mais qui dure aujourd'hui pratiquement, on se dirige vers 2 années d'état de siège. Et aujourd'hui, il a sorti de son chapeau l'EAC, la force de l'EAC. C'est extrêmement grave. Lorsque vous voyez... Qu'est-ce qui est grave dans cela? Mais c'est extrêmement grave parce que toutes ces politiques mises en place échouent. Parce que si la politique de 35 000 militaires aurait réussi... Mais il n'y a pas de système immuable. Laissez-moi. Ouais. Il faut me rendre mon temps d'antenne. Allez-y. Voilà. Si la politique de 35 000 militaires était efficace, pourquoi on aurait mis les autres après? On ne serve pas. Si on a mis toutes ces autres politiques en place, c'est parce que l'insécurité. Voilà, parce que les mesures qu'on a prises précédemment sont inefficaces. Comme je le dis toujours, le problème est mal identifié et les mesures qu'on y apporte ne seront pas efficaces. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, j'en arrive. Aujourd'hui, le gouvernement, l'Union sacrée veut exploiter le ras-le-bol de la population. Aujourd'hui, l'Union sacrée veut exploiter le ras-le-bol de la population sur la question de la MONUSCO. Mais la MONUSCO ne vient qu'en appui. La responsabilité régalienne d'un État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des frontières. Aujourd'hui, c'est vrai que la MONUSCO est défaillante, on ne va pas se le cacher. Est-ce qu'il faut qu'elle parte? Pour un pays souverain, il est essentiel qu'elle parte. Mais qu'est-ce que vous remplacez? Qu'est-ce que vous faites après? Parce que les camps de déplacés en Ituri sont essentiellement protégés par la MONUSCO. Qu'est-ce que vous faites après? On ne va pas se réveiller sur un coup de tête et commencer à vouloir chasser la MONUSCO, utiliser l'exaspération de la population pour mettre un dehors. Mais si vous me permettez quand même, cette fois je vais un peu aller un peu plus loin, mais on a aujourd'hui la volonté de vouloir renvoyer le porte-parole de la MONUSCO. D'accord, pour ces propos qui... D'accord, on est un État souverain, on peut le faire. Mais comment M. Kariga est toujours dans notre pays, alors qu'il a insulté la mémoire de nos compatriotes décédés? Pour ça, on ne fait rien, mais pour d'autres questions, on est en avant-plan pour chasser. Si vous me permettez, aujourd'hui, le budget de l'armée, le budget mensuel, dans votre budget, pour l'armée, c'est 3 milliards de dollars. Il y a une répartition, action sur terrain et puis alimentation. Considérons simplement 3 milliards pour l'alimentation. Il y a à peu près 200 000 hommes dans l'armée congolaise. Si vous faites des calculs, c'est-à-dire qu'un soldat congolais mange 500 ou 600 francs, l'équivalent de 500 ou 600 francs par jour. Est-ce que vous trouvez ça rationnel qu'un homme, un individu, puisse se contenter de 500 ou 600 francs de nourriture? Le Congo-Brazza est à 9 $. Le Rwanda que l'on critique est à 11 $. L'Ouganda a un peu plus de 10 $. Mais quelle nation vous êtes en train de construire? Monsieur Patrick Sahel, votre point de vue sur cette question de la gestion de la guerre dans l'Est sous M. Tshisekedi? Cette guerre que je considère comme étant une guerre par procuration, parce qu'elle nous vient d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons toutes les preuves possibles qui montrent que nous ne combattons pas que contre les M23. C'est le Rwanda derrière, c'est les États-Unis. Voyez un peu ce qui vient de se passer récemment. La MONUSCO qui tire sur une barrière. Une barrière, c'est un dispositif de défense. Mais la MONUSCO qui tire sur une barrière revenait d'où? De l'Ouganda. De l'Ouganda, passant par Kassindi. Mais vous savez, qu'est-ce que la MONUSCO fait en Ouganda? Parce que tout prouve que la MONUSCO, au lieu de faire son travail, qu'il est venu de maintenir la paix, la MONUSCO aujourd'hui, c'est ça le mal. Une MONUSCO qui nous coûte 1,5 milliard de dollars par an. Le vrai problème, qu'on se concentre sur ce que la MONUSCO fait. Le vrai problème, c'est cela. Vous savez, Mouzé, en son temps, disait la guerre sera longue et populaire. C'est-à-dire quand le peuple s'élevait, ou quand le peuple se soulevait, nous avons compris avec qui nous combattons, qui était notre vrai ennemi. Parce que le peuple s'est levé et la MONUSCO a tiré sur ce même peuple pour qui elle est arrivée pour maintenir la paix. Aujourd'hui, on comprend que la MONUSCO n'est pas un ami, la MONUSCO n'est pas un allié. La MONUSCO, c'est un ennemi qui est venu faire ses affaires ici au Congo. Cette même MONUSCO qui nous a aidés pendant les élections. En quoi faisant la MONUSCO kit électoraux. Mais vous savez que 2006, 2011, c'était ça la raison de la venue de la MONUSCO ici au Congo. Transporter les kits électoraux. Ils nous ont aidés à le faire. Si la MONUSCO n'était pas là, on aurait choisi autre méthode pour le faire, pour transporter ces kits-là. Mais vous savez que la MONUSCO a fait monter ses drones. La MONUSCO a vu les rebelles là où étaient siégés les rebelles, mais la MONUSCO a refusé de tirer, alors que la MONUSCO a dans son sein une brigade d'attaque pour soutenir les FARDC.
Mais pourquoi la MONUSCO ne tire pas? Pourquoi la MONUSCO, au lieu de tirer, la MONUSCO commence à trafiquer les minéraux de la RDC? Mais aujourd'hui, c'est ça la grande question que je pose. Parce que aujourd'hui, tous, nous sommes montés au créneau pour dire la MONUSCO, vous devez partir. Après que la MONUSCO soit partie, évidemment, il y a une force régionale que mon ami Majoko a parlé de cette force régionale. Mais vous savez ce qu'ils ont dit, les Kenyans? Tous les pays qui forment cette force régionale viendront au Congo, en RDC, travailler, mais ils ne seront pas payés. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Vous imaginez qu'un soldat kenyan arrive au Congo dans une affaire qui ne le concerne même pas, mais il accepte de prendre une balle. C'est ce que vous voulez nous vendre comme projet de la force régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons... Donc vous êtes contre je suis très contre la force régionale. Je suis pour le départ de la MONUSCO. Je suis aussi pour les réformes au sein de notre armée. Équiper nos militaires. Vous savez, quand le militaire congolais est équipé, il est capable d'aller au Rwanda, passer par le Kenya et revenir. D'accord, on est à la fin de l'émission. Monsieur Kolela, Gédéon Kolela, votre point de vue sur cette question, la gestion de la politique sécuritaire c'est très pertinent, je vais vous répondre. Mon ami, il a évoqué d'abord question politique pour dire qu'on ne pouvait pas défenestrer la majorité, on devrait le faire que par le moyen des urnes. Alors qu'il sait très pertinemment que lorsqu'on prend la MOUCA c'est un regroupement politique, mais pas électoral. La MOUCA n'a pas aligné les candidats au niveau de la CENI. Donc il n'y a pas de candidats qui ont été élus sous l'ordre ou sous la label de la MOUCA. Ça pose déjà un problème à ce niveau, et même FCC. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont compris le message du président de la République, que nous avons considéré à son temps comme une frappe chirurgicale, parce qu'il faudra effectivement défenestrer l'état de l'autorité morale et revenir au bon sens. Et que maintenant, c'est ce qu'il voulait dire. Mon frère, je suis juriste de surcroît et je connais ce que je dis. Donc lorsque vous voulez, il ne faut pas être dans ce que moi j'appelle la fragilité conceptuelle. Nous ne sommes pas allés à l'université pour devenir les robots. Donc répéter les mêmes choses. Non, nous pouvons évoluer, nous devons donc évoluer. Alors, deuxième chose, on vous parle de réformes. Vous savez, dans une armée, on ne fait pas la table rase. Mais il y a un travail qui est en train. Parce que même si vous formez une autre armée aujourd'hui, et ces gens-là auront le temps de commencer par lieutenant, ainsi de suite, vous n'allez pas faire la table rase. Mais il y a quand même des réformes aujourd'hui. Donc, il y a la promotion d'une culture de planification et de la gestion axée sur le résultat. L'école de guerre, c'est avec Tshisekedi aujourd'hui. Ça n'a jamais été avant. Donc, mon ami, il ne sait pas qu'aujourd'hui il y a l'école de guerre. Vous avez vu, à un certain moment, les militaires n'étaient pas jugés pour leurs crimes. Mais le président venait de renvoyer d'autres... Parce qu'on tient compte des conditions aussi sociales de ces militaires qui se battent. Oui, mais c'est pour vous dire... Leur morale. On tient compte. C'est pourquoi je vous dis que c'était à 100 millions pendant tout ce temps. Maintenant, ils sont à 400 millions. Vous allez dire qu'il n'y a pas... Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut beaucoup. Il faut au moins 1 milliard. Mais il faut créer cette richesse. Et c'est très important. Maintenant, il vous parle des choses ici. Je vois les gens sont en train de... Au lieu de focaliser sur la question. Ici, nous sommes en train de vivre, comme les publicistes ont dit, la 3e guerre mondiale au Congo, où vous trouverez qu'il y a la présence de toutes les armées. Et cette guerre a aussi un aspect économique, où la communauté internationale pense que c'est une activité économique rentable, et que si aujourd'hui la guerre s'arrête, le PIB mondial chutera. C'est pourquoi vous voyez que l'aspect diplomatique est très important. Donc lorsqu'on parle de MONUSCO, même avant que Tshisekedi arrive, combien de fois on a arrêté les gens de MONUSCO avec des minéraux? Combien vous avez entendu des déclarations qu'ils disaient non Kunda, non Job? Mais il est temps. Maintenant on pose la question. Non, qu'est-ce qui va venir? Mais nous avons une armée. Cette armée, on est en train de la purifier.
Mais on savait que les immigrés clandestins qui ont eu à nous diriger pendant 18 ans, ils ont infiltré cette armée. Merci beaucoup. Ces armées, donc ces immigrés clandestins, Maître on continue. Gédéon Kolila. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire, Merci. l'armée doit combattre ensemble avec sa population. Lorsque sa population se lève, il n'y a pas une plus grande armée que la population. Merci Nous beaucoup. sommes un avec cette armée. Merci Et beaucoup, nous avons- Maître Gédéon Kolila. Merci beaucoup, Yves Badjoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Saher. C'est moi. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons dans cette émission. Merci. Merci pour la qualité du débat que vous avez offert à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette grande tribune du vendredi 5 août 2022. C'est par cette tribune que nous mettons fin donc, aux émissions donc, de cette semaine. Nous vous disons donc au revoir, à la prochaine avec le même plaisir.